Mes parents m'ont renié après mon divorce, puis le garçon sans abri que j'avais recueilli a dit « Mon père est milliardaire », la pluie tombait sans relâche, ses gouttelettes glacées me poignardaient la peau comme des aiguilles. Moi, Owen Moore, 34 ans, fraîchement au chômage, je me tenais immobile devant la porte en bois verni de la maison de mes parents, dans l'Ohio. Le sac à dos usé sur mon épaule pesait lourdement, rempli de quelques vêtements de rechange froissés et des maigres biens qu'il me restait après des semaines d'errance. Ma main serrait fermement la petite main froide de Mason, le garçon de 9 ans que j'avais adopté 2 ans plus tôt. Il était mince et trempé jusqu'aux os, tremblant tandis qu'il se serrait contre moi comme un oisillon perdu. Les yeux effrayés de Mason balayaient cette maison inconnue, une demeure à 2 étages avec une clôture blanche et des parterres de fleurs impeccablement entretenus, l'image parfaite de la réussite dont j'avais autrefois rêvé. Maintenant, elle ne faisait que me rendre plus petit et plus étranger que jamais. Je pris une profonde inspiration, essayant de me ressaisir. Tout va bien se passer, Mason, murmurai-je, ma voix tremblante de froid et de peur. Le garçon ne dit rien, se contentant de serrer ma main plus fort, ses petits doigts glacés. Nous avions marché 3 heures sous l'averse pour arriver ici, après que le dernier bus nous eût déposés à des kilomètres de là. Il n'y avait pas d'autre choix. J'avais perdu mon travail, ma femme, tout mon argent et notre maison. Mes parents étaient mon dernier espoir, même si je savais que revenir ici anéantirait le peu de fierté qu'il me restait. Mais pour Mason, je devais essayer. Je levai la main et frappai. Le son résonna, aussitôt avalé par le tambourinement de la pluie sur le toit du porche. Mon cœur battait la chamade, comme dans l'attente d'un verdict. Après quelques secondes angoissantes, la porte s'entrebâilla. Mon père, Judas Moore, se tenait là, un homme grand et imposant aux cheveux d'argent, toujours impeccablement vêtu d'un costume malgré l'heure tardive. C'était un homme d'affaires prospère, propriétaire d'une petite mais solide entreprise de construction. Il avait toujours été fier de sa résilience. Ses yeux exprimèrent d'abord le choc en me voyant, débraillé, trempé, les cheveux collés au front. Puis son regard se posa sur Mason à côté de moi. La surprise se mua en irritation, puis en méfiance, comme si le garçon était un objet étranger qui n'avait rien à faire là. « Owen, bon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici dans cet état ?» dit mon père, sa voix profonde chargée d'incrédulité. Il n'ouvrit pas la porte plus grand. Il se tenait sur le seuil, le bloquant comme un mur. Maman est apparue derrière lui, enveloppée dans un châle, son visage plissé de stupeur. Maria Moore, la femme forte qui avait toujours maintenu l'image d'une famille parfaite pour les voisins et les proches, me toisa de haut en bas, puis fixa son regard sur Mason. « Owen, pourquoi es-tu dans cet état ? Et qui est cet enfant ?» Je déglutis difficilement, forçant ma voix à rester calme. « Papa, maman, je suis désolée d'arriver si tard. On peut entrer ? La pluie est forte et Mason est gelé. » Papa hésita une seconde, puis s'écarta à contre-cœur. « Entrez, mais essuyez vos pieds. Ne mettez pas debout sur le sol. » Nous sommes entrés, l'eau de nos vêtements dégoulinant sur le parquet brillant. Le salon était chaleureux, la cheminée crépitait, une légère odeur de café flottait dans l'air, un contraste cruel avec la tempête extérieure. Mason se serra encore plus contre moi, ses grands yeux observant cette pièce spacieuse remplie de meubles élégants qu'il n'avait jamais vus auparavant. Je posai le sac à dos et pris une profonde inspiration, rassemblant les derniers lambeaux de ma dignité. « Papa, maman, je suis dans une très mauvaise passe en ce moment. J'ai été licenciée il y a quelques mois. Le marché du travail est terrible. J'ai postulé partout, mais personne n'embauche. J'ai essayé tous les petits boulots que j'ai pu trouver, mais ce n'était toujours pas assez pour survivre. » Ma voix se brisa. Il me fallut un instant pour continuer. Et puis Amy. Elle m'a trahi. Elle m'a trompé. Et quand je l'ai découvert, elle a pris toutes nos économies et tout ce que nous possédions. Il ne me restait plus qu'une chambre en location, mais maintenant le propriétaire m'a mis à la porte parce que je ne pouvais plus payer. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Les mots se déversèrent comme un flot, ma voix tremblante. Je l'ai regardé, espérant une trace de compassion. Mais mon père se tenait là, les bras croisés, le visage rouge de colère. « Alors tu reviens en rampant pour vivre à nos crochets. Owen, tu as 34 ans, tu n'es plus un gamin.
Je t'ai appris à te débrouiller seul. Au chômage, divorcé, fauché. C'est parce que tu es faible. Tu es un bon à rien, sans carrière, incapable même de maintenir une famille unie. Ces mots me transperçaient comme des couteaux. Je baissai la tête, essayant de me défendre. Papa, je ne suis pas là pour profiter de vous. J'ai juste besoin d'un endroit où rester temporairement, le temps de trouver du travail. Je promets de partir dès que je pourrai subvenir à mes besoins à nouveau. Et Mason. C'est mon fils adoptif. Je l'ai recueilli il y a 2 ans, quand il était sans abri. Il n'a personne d'autre. Mon père se retourna brusquement, pointant Mason du doigt. Adopté? Es-tu devenu fou? Tu ne peux même pas prendre soin de toi et tu ramènes une autre bouche à nourrir. Je ne sais pas d'où vient ce gamin, mais je n'en veux pas ici. Ton échec est une tache sur cette famille. Que vont penser les proches et les voisins? Le fils de Judas Moore qui revient mendier à la maison. Mon cœur se serra. Mason se tenait derrière moi, agrippant ma manche, son petit corps secoué de tremblements. Pas seulement à cause du froid, mais de peur. Ses yeux déconcertés fixaient mon père, essayant de comprendre pourquoi cet adulte criait. Maman, la seule personne qui, je l'espérais, me défendrait, ne dit rien en ma faveur. Au lieu de cela, elle s'avança, la voix stridente et sarcastique. Owen, tu es jeune et en bonne santé. Pourquoi revenir être un fardeau pour 2 personnes âgées? Tu es un parasite inutile. Nous t'avons donné une éducation, des opportunités, et maintenant tu ramènes un enfant d'origine inconnue. Je ne lui permettrai pas de mettre un pied dans cette maison. Pars et occupe-toi de toi-même. Ces paroles dures me laissèrent sans voix. Je restai figé, la bouche ouverte, les larmes montant à mes yeux et se mêlant à l'eau de pluie encore sur mon visage. Mason agrippa ma main plus fort. Ses sanglots étouffés résonnèrent dans le salon silencieux. Owen, partons, murmura-t-il, la voix tremblante. Mon père ne nous laissa aucune autre chance. Il s'avança et me poussa vers la porte. Sors de ma maison. Et ne reviens jamais. Maman regardait simplement, sans dire un mot pour l'arrêter. Je baissai la tête, pris la main de Mason et me détournai. Le sac à dos me parut soudain insupportablement lourd, comme s'il portait tout le poids de notre destin. La porte claqua derrière nous, le cliquetis de la serrure résonnant comme une sentence définitive. Ma dernière lueur d'espoir s'éteignit avec ce bruit. Nous sommes retournés sous la pluie, l'averse toujours impitoyable, nous glaçant jusqu'aux os. Mason se blottit contre moi, pleurant doucement. Owen, j'ai si froid. Pourquoi ils ne nous ont pas laissé rester? Je le serrai contre moi, essayant de le protéger de la pluie. La maison est trop petite, mon grand. On trouvera un autre endroit. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Cette nuit pluvieuse, j'avais tout perdu. Mon travail, ma femme, ma maison, et maintenant même ma propre famille. Pourtant, à ce moment-là, je devais rester fort, car une petite vie tenait ma main, me faisant confiance comme son unique ancre dans ce monde. Nous errions le long de la route sombre et détrempée, les faibles lampadaires se reflétant sur les flaques d'eau en traînées vacillantes qui ressemblaient à des illusions. Chaque pas était lourd, comme si je traînais un rocher derrière moi. Mason se serrait contre moi, sa respiration faible et laborieuse, mais il ne se plaignait pas. Il se contentait de serrer ma main plus fort, comme si la lâcher signifiait me perdre pour toujours. Dans mon esprit, les souvenirs déferlèrent comme un raz-de-marée, me ramenant 2 ans en arrière, à une époque où ma vie était encore relativement calme avant que tout ne vole en éclats. À l'époque, j'étais un électricien industriel qualifié. Je travaillais dans une petite usine à la périphérie de la ville, réparant les systèmes électriques et entretenant les machines. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais assez stable pour payer le loyer et les dépenses mensuelles. Je vivais dans un modeste appartement de 3 pièces en location avec ma femme, Amy, une vendeuse d'assurance vive et séduisante. Nous étions mariés depuis 3 ans. Notre vie n'était pas opulente, mais elle était paisible. Le matin, je préparais le café. Amy m'embrassait avant de partir au travail. Le soir, nous dînions ensemble, regardions des films ou parlions de vagues projets d'avenir, acheter notre propre maison, partir en vacances. Je pensais que c'était ça, le bonheur.
Même si Amy se plaignait parfois que mes revenus n'étaient pas suffisants pour que nous vivions plus confortablement, je l'aimais et je croyais que les choses s'amélioreraient. Une nuit, il y a environ 2 ans, tout a changé. Je suis rentré tard après des heures supplémentaires, épuisé, empestant l'huile de machine. Il pleuvait légèrement, un peu comme ce soir, mais loin d'être aussi froid. En ouvrant le portail, j'ai failli trébucher sur quelque chose de mou étendu juste devant la porte. Je me suis penché, le cœur battant. C'était un garçon, mince et inconscient, ses vêtements en lambeaux trempés. Son visage était pâle, ses lèvres violettes de froid et de faim. Paniqué, j'ai cherché son pouls. Dieu merci, il était encore en vie. Eh, gamin, réveille-toi. Je l'ai secoué doucement, mais il n'a pas réagi. Sans réfléchir, je l'ai soulevé dans mes bras, l'ai porté à l'intérieur, l'ai allongé sur le canapé, l'ai enveloppé dans une couverture chaude et j'ai appelé Amy qui était dans la chambre. Amy, viens vite. Il y a un garçon effondré devant notre porte. Ma voix tremblait d'inquiétude. Amy est sortie en courant, les yeux écarquillés. Mon Dieu, Owen. Qui est-ce? Pourquoi est-il ici? Ensemble, nous nous sommes occupés de lui. Je l'ai essuyé, l'ai habillé avec mes vêtements secs et trop grands pendant qu'Amy faisait chauffer du lait. Il a fallu une demi-heure pour que le garçon reprenne conscience, ses yeux s'ouvrant avec terreur en regardant autour de lui. Où suis-je? Sa voix était faible et tremblante. Je lui ai souri pour le rassurer. Tu es en sécurité chez moi, mon grand. Comment t'appelles-tu? Comment as-tu atterri devant notre porte? Il a hésité, puis a murmuré, je m'appelle Mason. J'avais tellement faim que je me suis évanoui. Nous lui avons donné de la soupe au poulet et du lait. Mason nous a raconté par bribes qu'il errait depuis des jours, sans abri, survivant de ce qu'il pouvait mendier. Mon cœur s'est brisé pour un enfant de 7 ans qui avait déjà tant souffert. Amy était plus anxieuse. Owen, ne devrions-nous pas appeler la police? C'est peut-être une fugue. Il était tard, alors j'ai décidé de le laisser se reposer d'abord. Le lendemain matin, il était plus fort, mais toujours silencieux sur sa famille. Nous l'avons gardé quelques jours. Je lui ai acheté de nouveaux vêtements, les nourris correctement. Peu à peu, il s'est ouvert, riant même à mes blagues idiotes. Quelques jours plus tard, alors qu'il semblait complètement rétabli, Mason a laissé un mot griffonné sur la table. Je dois partir. Je l'ai lu avec un pincement au cœur et je suis sorti en courant pour le chercher, mais il était parti. Amy a soupiré de soulagement. Laisse-le partir. Nous ne sommes pas responsables de lui de toute façon. Mais je ne pouvais pas être tranquille. Je m'inquiétais pour un enfant seul dans des rues dangereuses. Puis, une semaine plus tard, il est revenu. Il se tenait à la porte, plus maigre, affamé, les vêtements sales. Owen, s'il te plaît, aide-moi. Il a fondu en larmes et s'est jeté dans mes bras. Mon cœur a fondu. Je l'ai serré contre moi, l'ai fait entrer et j'ai décidé qu'il ne repartirait plus jamais. Je l'ai assis sur le canapé et lui ai demandé doucement, « Pourquoi vis-tu dans la rue, Mason? Où sont tes parents? Te souviens-tu de ton adresse? » Il a baissé la tête, la voix tremblante en répondant. « Je me suis perdu il y a longtemps, monsieur. Je ne me souviens pas vraiment. » Il a fait une pause, les yeux remplis de larmes. Je l'ai encouragé doucement. « C'est bon, fiston. Raconte-moi. » Il a pris une profonde inspiration. J'habitais dans une très grande maison. Mon père portait toujours des costumes. Puis un jour, je me suis réveillée sous un pont, sans personne autour. Après ça, j'ai juste erré. Son histoire m'a glacé le sang. J'imaginais un enfant se réveillant seul dans un endroit étrange, terrifié. Te souviens-tu des noms de tes parents? De quoi que ce soit? Il a secoué la tête. Je me souviens seulement que papa s'appelait Clayton, je crois. Le lendemain, je l'ai emmené au service de l'enfance. J'ai tout signalé. Ils ont vérifié les dossiers, interrogé Mason, mais ils n'avaient aucun document ni détail clair. Aucune disparition d'enfant correspondante n'a été trouvée. Ils m'ont autorisé à le garder temporairement en tant que son tuteur de fait.
Vous pouvez vous occuper de lui pour le moment, mais vous devrez faire des rapports réguliers, a dit l'officier. J'ai hoché la tête, soulagé mais anxieux. Ce qui avait commencé comme de la pitié s'est transformé en un profond attachement. Mason a commencé à m'appeler oncle Owen, et je le traitais comme mon propre fils. Il vivait avec nous. Avoir Mason rendait la vie plus difficile, mais infiniment plus chaleureuse. Pour la première fois, notre petit appartement en location résonnait des rires d'un enfant. Mason courant partout, me racontant sa journée d'école, me faisant des dessins. Je travaillais pour nous faire vivre et je m'occupais de lui moi-même. Me levant tôt pour préparer le petit déjeuner, l'emmenant à l'école sur mon vieux vélo, cuisinant le dîner, le couchant le soir. Oncle Owen, j'ai eu un A en maths aujourd'hui, criait-il, et je le serrais dans mes bras, aussi fier que n'importe quel père. Amy l'a accepté à contre-cœur au début. D'accord, garde-le pour l'instant. Mais le ressentiment couvait en elle. Elle se plaignait souvent, Owen, l'endroit est à l'étroit. L'argent est juste, et maintenant une autre bouche à nourrir. Pourquoi ne pas l'emmener dans un orphelinat? Je lui expliquais. Amy, il n'a personne. Je ne peux pas lui faire ça. Elle secouait simplement la tête, ses yeux devenant de plus en plus froids. Puis la catastrophe a frappé comme une tempête. L'entreprise pour laquelle je travaillais était au bord de la faillite. Récession, commandes en baisse, licenciements massifs pour réduire les coûts. J'étais sur la liste. La nouvelle est tombée sans avertissement. Owen, désolé, mais nous devons nous séparer de vous. Mon estomac s'est noué. La panique face à l'avenir m'a submergée. Au début de mon chômage, Amy était encore encourageante, me serrant dans ses bras. Tu vas t'en sortir. C'est juste temporaire. Tu trouveras quelque chose et tout ira bien à nouveau. Je l'ai cru et je me suis lancée dans la recherche d'emploi, candidature en ligne, appels téléphoniques, même du porte-à-porte pour des entretiens. Chaque réponse était la même. Désolé, nous n'embauchons pas. Le marché du travail était gelé, et le désespoir s'est insinué en moi. Alors que nos économies diminuaient, j'ai accepté n'importe quel travail manuel pour mettre de la nourriture sur la table. Décharger des camions au marché, travailler dans des entrepôts, nettoyer des chantiers, tout ce qui payait. Mon dos me faisait constamment mal, mes mains étaient couvertes d'ampoules, mais je serrais les dents. Tu es fatigué aujourd'hui, tonton? Me demandait Mason en me massant le dos. Je souriais. Pas du tout. Je suis fort comme un éléphant. Mais à l'intérieur, la pression montait. Pendant que je luttais pour nous faire vivre, Amy changeait de jour en jour. Elle devenait distante, silencieuse, rentrait tard avec des excuses d'heures supplémentaires. Son téléphone était toujours caché, son mot de passe changé. Ses encouragements initiaux se sont transformés en irritation. Owen, tu es un raté. Puis en accusation directe. Tu ne peux plus subvenir aux besoins de cette famille. Je suis épuisée. Je sentais le fossé se creuser entre nous. Pourtant, j'endurais, espérant que ça passerait. Jusqu'à un après-midi, où la vérité m'a frappé sans crier gare. Je suis rentrée plus tôt que d'habitude. Au moment où je suis entrée, j'ai vu Amy sur le canapé, la tête baissée, gloussant devant son téléphone d'une manière que je ne lui avais pas vue depuis des lustres. Un frisson glacial m'a parcouru. Je me suis approchée. Juste à ce moment-là, son écran s'est allumé avec un nouveau message. Instinctivement, j'ai arraché le téléphone avant qu'elle ne puisse réagir. Le nom à l'écran, Rory Hay, un cadre supérieur de 41 ans. Le message était glacial, bébé, même heure ce soir. Mon cœur s'est senti écrasé. Je me suis tournée vers elle, la voix tremblante de rage et de douleur. Amy, qu'est-ce qui se passe exactement entre toi et cet homme? Elle s'est figée une seconde, puis a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu prendre mon téléphone? Je lui ai mis l'écran sous le nez, la poitrine haletante. Alors, que signifient ces messages? Elle a fixé l'écran, silencieuse pendant plusieurs longues secondes, puis a expiré brusquement et m'a regardé avec des yeux froids. Très bien. Oui, je vois Rory depuis un moment. Je suis restée clouée sur place, la gorge serrée. Comment as-tu pu trahir notre mariage si facilement?
Ami a eu un rire amer, chaque mot aussi tranchant qu'une lame. Parce que tu es un perdant. Tu ne peux plus m'offrir la vie que je veux. J'en ai assez de vivre dans la pauvreté et le désespoir. La trahison m'a laissé abasourdi. Le dernier de ma confiance s'est effondré. La dispute a explosé. Nous nous sommes criés dessus. Des années de ressentiment accumulés se sont déchaînées comme une tempête. Comment as-tu pu me faire ça? Nous sommes mariés, ai-je crié, les larmes coulant sur mes joues. Ami a ricané, sa voix dégoulinant de mépris. Parce que tu es inutile, sans emploi, fauché, et tu as même ramassé un gamin sans nom comme fardeau supplémentaire. Tu ne peux même pas prendre soin de toi, et tu essaies de sauver quelqu'un d'autre. Son insulte envers Mason m'a brisé complètement. Mon cœur s'est senti déchiré. Le soir même, Ami a calmement demandé le divorce. J'y ai réfléchi. Mettons fin à tout ça ici. Elle est partie sur le champ, emportant toutes nos économies et la plupart de nos biens, meubles, bijoux. Je me suis retrouvée seule avec Mason, une chambre en location vide et une montagne de factures impayées. Quand je n'ai plus pu payer le loyer, le propriétaire a résilié le bail sans pitié. Vous avez 3 mois de retard. Dehors. Nous avons été jetés à la rue. En un temps terrifiant, j'avais perdu mon travail, ma femme, mes biens et ma maison. Sans autre option, j'ai placé mon dernier espoir en mes propres parents, croyant qu'au moins les liens du sang ne m'abandonneraient pas. Mais ce qui s'est passé ce soir-là devant leur porte, sous la pluie battante, a anéanti même ce fragile espoir. La pluie tombait toujours, me ramenant au présent. J'ai réalisé que le passé paisible était scellé pour toujours. Mon présent n'était pas seulement un dénuement total, mais aussi la responsabilité d'un enfant que j'avais pris comme le mien il y a 2 ans. Comment allais-je le protéger? Cette question faisait battre mon cœur d'effroi face à l'avenir sombre qui nous attendait. Dans les jours qui ont suivi, j'étais presque à bout de force dans ma recherche désespérée de travail. J'ai arpenté les marchés, les chantiers de construction et frappé aux portes de chaque petite usine, m'accrochant au moindre espoir de gagner assez pour nous maintenir en vie. Mais tout ce que j'obtenais, c'était des petits boulots manuels sporadiques, transporter de lourdes caisses au marché, nettoyer des entrepôts sales et infestés de rats, mélanger du ciment sous un soleil brûlant. Mason me suivait du matin au soir. Chaque soir, mon dos me faisait terriblement mal, mes mains étaient couvertes d'ampoules et à vif à force de soulever des charges. Pourtant, je ne pouvais que serrer les dents et endurer. Le salaire de misère couvrait à peine quelques repas bon marché et une nuit agitée dans un motel délabré. De nombreux entrepreneurs exploitaient ma situation, un homme sans emploi avec un enfant à charge. Ils promettaient un salaire complet à la fin du travail, puis me donnaient quelques pièces ou refusaient simplement de payer. Une fois, après 3 jours à décharger des tonnes de ciment, le contremaître a ricané, « Tu as travaillé trop lentement. » Je déduis tout. Va-t'en. La rage m'a secoué. Je voulais lui sauter dessus, mais en pensant à Mason qui attendait dehors, j'ai baissé la tête et je suis parti. Mon cœur battait d'humiliation et de peur que demain, nous n'ayons rien à manger. Oncle Owen, pourquoi es-tu triste? M'a demandé Mason en me serrant dans ses bras. J'ai essuyé mes larmes. Ce n'est rien, mon grand. Tout ira bien. Puis l'accident est arrivé. Alors que je travaillais sur un chantier, surmené, je portais une lourde poutre en acier quand mon pied a glissé sur la boue rendue glissante par la pluie. Je suis tombé lourdement. La poutre s'est écrasée sur ma jambe. Une douleur fulgurante m'a traversée et j'ai crié. Le sang coulait d'une profonde entaille. Mes collègues m'ont dégagé, mais sans assurance, j'ai dû panser ma jambe moi-même avec un chiffon déchiré. Un médecin du dispensaire gratuit m'a dit, reposez-vous au moins 1 semaine. Ne marchez pas, je suis restée dans notre abri temporaire, la jambe enflée et lancinante, sans aucun revenu. Mason s'asseyait à côté de moi, essuyant ma sueur. Je vais prendre soin de toi. Il forçait un sourire, mais ses yeux étaient rouges. La panique m'a envahi. Plus d'argent, la nourriture s'épuisait. Comment allions-nous survivre? Poussé à bout, je n'ai eu d'autre choix que d'emmener Mason au site de distribution de nourriture pour les sans-abri. Un groupe de tentes à la périphérie de la ville où les malheureux faisaient la queue sous la pluie ou le soleil.
La première fois que je l'y ai emmené, la honte m'écrasait la poitrine. « Oncle Owen, où sommes-nous » demanda-t-il, agrippant ma main. « Un endroit où des gens gentils donnent de la nourriture gratuite, mon grand. On en prendra un peu et on rentrera. Nous avons fait la queue et reçu des bols de soupe claire et de pain rassis. Je donnais toujours à Mason la plus grosse part. Il avait besoin de nutriments pour grandir, tandis que je mangeais les restes ou juste le bouillon à queue. Tonton, mange. J'ai assez mangé, disait-il en poussant la nourriture vers moi. Je secouais la tête. Finis ton assiette. Je n'ai pas faim. Mais mon estomac gargouillait douloureusement. La faim me donnait des vertiges. Malgré les difficultés, Mason restait obéissant et mûr pour son âge. Cela me brisait le cœur. Il ne se plaignait jamais, s'accrochant toujours à moi comme à sa seule bouée de sauvetage. Le jour, il étudiait dans de vieux livres que j'avais récupérés. La nuit, il se blottissait contre moi pour se réchauffer. Je cherchais du travail tout en m'assurant que Mason ait chaque repas et un endroit sûr pour dormir, achetant des médicaments quand il toussait, lui racontant des histoires pour le distraire de la faim. J'essayais de le protéger de la douleur autant que possible, cachant mes peurs derrière des sourires. Mais tard dans la nuit, je restais éveillé, le cœur battant de terreur. Allions-nous mourir de faim? Quelqu'un allait-il me l'enlever? Un jour, sur le site de charité, la foule était plus nombreuse que d'habitude, probablement à cause de la pluie. Mason et moi faisions la queue comme toujours, serrant nos bols de soupe chaude. Soudain, un convoi de voitures de luxe s'est arrêté. Un homme riche en est sorti avec des gardes du corps, costume étincelant, montre scintillante. Il était venu pour un événement caritatif, distribuant des cadeaux et de la nourriture. La foule bourdonnait. C'est Clayton Scott, le magnate. Je ne lui ai prêté aucune attention, concentré uniquement sur l'obtention de notre repas. Puis, de nulle part, Mason s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés. Il a tremblé et a pointé du doigt. « Oncle Owen, c'est mon père. » Son murmure était rempli de choc et de peur. Mon cœur a martelé contre mes côtes. « Chut, Mason, tu te trompes. Tais-toi. » Je l'ai vite fait taire, terrifié qu'il n'attire l'attention et ne nous fasse expulser. Mais son regard paniqué avait déjà attiré l'œil de l'homme riche. Le regard de Clayton Scott s'est verrouillé sur le visage du garçon. Son propre visage est devenu blanc, comme s'il avait vu un fantôme. En un instant, il a fendu la foule, a arraché Mason de mes bras et l'a serré dans une étreinte frénétique. « Mon fils, c'est vraiment toi. Est-ce que je rêve ?» a-t-il crié, la voix brisée. Je suis resté abasourdi, ma main soudainement vide. « Et, qu'est-ce que vous faites à ce gamin ?» ai-je hurlé, mais Clayton a aboyé à ses gardes du corps. « Maîtrisez cet homme. » Les gardes se sont précipités et m'ont plaqué au sol, leur prise me broyant les épaules. J'ai lutté, paniqué. « Lâchez-moi. Ne le touchez pas. » Pendant ce temps, Mason, terrifié, criait et pleurait. « Papa, ne fais pas de mal à oncle Owen. Il est gentil avec moi. » La foule a éclaté dans le chaos, criant, se bousculant, les bols de soupe se renversant partout. J'ai été forcé de me mettre à genoux, le cœur battant, complètement déconcerté. Je me suis occupé de lui, ai-je crié, mais ma voix s'est perdue dans le tumulte. Clayton, submergé par l'émotion, examinait Mason frénétiquement, lui touchant le visage, le serrant fort, lui posant une rafale de questions. « Es-tu blessé? Que t'ont-ils fait ?» Cela n'a fait qu'effrayer davantage le garçon. Il sanglotait plus fort, se retournant désespérément vers moi. « Oncle Owen, où est mon oncle Owen ?» Cette réaction a convaincu Clayton que j'étais un ravisseur. La rage a explosé sur son visage, les yeux injectés de sang. « Toi! Tu as kidnappé et séquestré mon fils. Je vais te tuer, a-t-il crié en me pointant du doigt. La foule murmurait, les téléphones levés, filmant, le ravisseur d'enfants. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un terrible malentendu. Mon cœur s'est emballé, une sueur froide coulait sur mon front. Non. Je l'ai recueilli et élevé pendant 2 ans. Il était sans abri. Je l'ai trouvé inconscient devant ma porte.
J'ai essayé désespérément d'expliquer cette nuit pluvieuse, de l'avoir emmené au service de l'enfance, mais dans la frénésie, mes paroles sonnaient comme des mensonges. Clayton a hurlé, « Tais-toi. Tenez-le. Appelez la police. » Les gardes du corps ont resserré leur étreinte jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Je luttais en agonie pour qu'ils m'écoutent. Je n'étais pas un kidnappeur. Mais Clayton, agrippant le garçon, s'est retourné et s'est éloigné. Les téléphones continuaient d'enregistrer, les chuchotements se propageant, un ravisseur d'enfants, juste là. Je suis resté à genoux, le cœur battant de terreur à l'idée que je pourrais perdre Mason pour toujours. La police allait-elle me croire? Était-ce la fin? La police est arrivée rapidement, les sirènes hurlant à travers la zone de charité chaotique. Ils ont traversé la foule, poussé les gens et m'ont menotté sans beaucoup d'explications. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'enlèvement d'enfants, a dit froidement un grand officier. J'ai essayé de protester. Non, je l'ai élevé. S'il vous plaît, écoutez-moi. Mais ils m'ont ignoré et m'ont fait monter dans la voiture de patrouille avec Clayton et Mason. Le garçon sanglotait hystériquement, se tordant pour me regarder. Oncle Owen. Ne l'emmenez pas. Clayton le tenait fermement, le réconfortant. C'est bon, fiston. Papa est là maintenant. La voiture a filé vers le poste. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit tourbillonnant avec les pires scénarios. Allait-il me frapper? Forcer Mason à dire de mauvaises choses sur moi? Les menottes faisaient trembler mes mains de manière incontrôlable. Au poste, l'air était étouffant, une odeur de café rassis et de paperasse humide. Ils nous ont séparés. J'ai été emmené dans une salle d'interrogatoire, Clayton et Mason dans une autre. Un officier d'âge moyen au visage sévère et à l'épaisse moustache s'est assis en face de moi. Commencez à parler. Qui êtes-vous? Pourquoi le garçon était-il avec vous? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme, même si mon cœur s'emballait. J'ai raconté toute l'histoire depuis le début, la voix tremblante mais aussi claire que possible. Il y a 2 ans, je suis rentré tard et j'ai trouvé Mason inconscient de faim et de froid juste devant ma porte. Il était trempé, décharné. Je l'ai porté à l'intérieur, je me suis occupé de lui jusqu'à ce qu'il se réveille. Au début, il n'est resté que temporairement, mais il revenait sans cesse parce qu'il n'avait nulle part où aller. Je lui ai posé des questions sur sa famille. Il a dit qu'il était perdu, qu'il ne se souvenait pas clairement, seulement qu'il vivait dans une grande et riche maison et qu'il s'était réveillé un jour sous un pont. Je l'ai emmené au service de l'enfance. Ils ont vérifié, n'ont trouvé aucun dossier correspondant et m'ont autorisé à être son tuteur temporaire. Depuis, je l'ai élevé comme mon propre fils. Je l'ai emmené à l'école, les nourri, les couché. Je n'ai jamais enlevé personne. L'officier prenait des notes, les yeux toujours méfiants. Avez-vous des preuves? Des documents? Des témoins? J'ai hoché la tête. Oui. Les papiers des services de l'enfance, les voisins qui m'ont vu m'occuper de lui, les gens du site de charité. Ils ont immédiatement commencé les vérifications, appelant le réseau caritatif, les services sociaux, tous ceux qui avaient eu affaire à nous. J'étais assis là, le cœur battant, la sueur trempant ma chemise. Chaque minute semblait durer des heures. Je m'imaginais jeté en prison pour toujours, perdant Mason pour toujours. Vont-ils me croire, pensais-je sans cesse, les poings serrés. Les résultats sont revenus après 2 heures angoissantes. L'officier est revenu, son expression plus douce. Tout ce que vous avez dit concorde. Les services de l'enfance confirment que vous êtes le tuteur temporaire enregistré. Il n'y a aucun signe d'enlèvement ou de détention illégale. Les voisins et les travailleurs caritatifs vous ont tous décrit comme prenant un excellent soin du garçon. Ils ont également noté le comportement de Mason. Il ne montrait aucune peur de moi. Au contraire, il était clairement attaché et dépendant. Dans l'autre pièce, il avait pleuré, « Je veux oncle Owen. C'est mon papa. » L'officier a dit à Clayton, « Le garçon voit cet homme comme son père. » C'était un terrible malentendu. Après avoir rempli la paperasse, signature, photo, déclaration, ils ont déclaré qu'il s'agissait d'un grave malentendu et nous ont relâchés tous les 3.
Je suis sortie sur des jambes tremblantes, l'air frais de l'après-midi me permettant enfin de respirer. Devant le poste, Clayton Scott attendait, sa fureur antérieure remplacée par une profonde gêne. Il a expliqué comment Mason avait disparu des années auparavant, puis a baissé la voix. Owen, je suis désolé. J'ai perdu le contrôle. J'ai cru que vous étiez un ravisseur et dans ma panique. Je vous ai insulté, blessé, j'ai appelé la police. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait subir ça. Je l'ai regardé, le cœur battant encore à cause de l'épreuve. Je comprenais. Un père qui avait perdu son enfant pendant plus de 2 ans. La douleur et le désespoir explosant au moment où il l'a revu. Je ne lui en voulais pas, ce n'est rien, M. Scott. Je comprends. Si ça avait été moi, j'aurais peut-être fait la même chose. L'important, c'est que Mason soit en sécurité. Après ses excuses, Clayton a hésité, a sorti son portefeuille et en a tiré une carte bancaire. Tenez. 10 000 $, un petit gage de ma gratitude pour avoir sauvé et élevé mon fils pendant tout ce temps. Vous l'avez maintenu en vie quand je ne le pouvais pas, je me suis figé un instant, fixant la carte. De l'argent, la chose même dont j'avais le plus besoin en ce moment pour la nourriture, pour un abri. Mais j'ai secoué la tête et l'ai doucement repoussé. Non, monsieur Scott. M'occuper de Mason n'a jamais été une transaction ou un devoir à payer. Au cours des 2 dernières années, il a été mon vrai fils, pas quelque chose qui peut être mesuré ou remboursé avec de l'argent. Je l'ai fait par amour, pas pour une récompense. Clayton s'est arrêté, son visage un mélange de honte et de profond respect. Il a tranquillement rangé la carte et m'a regardé avec une admiration sincère. Vous êtes un homme bon, Owen. Merci. Quand Clayton s'est préparé à emmener Mason, je suis restée figée plusieurs secondes, la gorge serrée, à peine capable de penser. J'avais l'impression que mon cœur se déchirait. Je me suis forcée à rester calme pour ne pas effrayer davantage Mason. Je savais que retourner auprès de son vrai père riche, de bonnes écoles, des repas corrects, une vie sans manque, était le meilleur avenir pour lui. Mais ça faisait si mal. Je me suis agenouillée, les serré dans mes bras et lui ai murmuré à travers mes larmes, « Mason, mon grand, écoute-moi. Va avec ton père. Il t'aime beaucoup. Tu vas me manquer. » Les larmes coulaient sur mon visage alors que je luttais pour retenir la douleur qui me déchirait la poitrine. Mason s'est accroché à moi, sanglotant de manière incontrôlable, refusant de lâcher prise. Ses yeux étaient fous de terreur à l'idée d'être arraché au seul monde qu'il connaissait. « Non, je ne pars pas. Je veux rester avec oncle Owen. »« C'est toi mon papa » a-t-il crié, agrippant ma chemise, le visage trempé de larmes. Clayton l'a doucement détaché, le tenant et le réconfortant. « C'est bon, fiston. Papa est là. On rentre à la maison. » Mais Mason continuait de se débattre, tendant la main vers moi. « Oncle Owen, ne me laisse pas. » Je suis restée immobile alors que le père et le fils se dirigeaient vers la voiture sur le parking du poste, ma silhouette mince rigide comme la pierre. La voiture de luxe de Clayton a démarré. Mason a pressé son visage contre la vitre arrière, pleurant en me regardant. Quand la voiture a disparu au coin de la rue, je suis restée clouée sur place, vidée de mes forces. L'esprit vide, submergé par un sentiment de perte soudain et écrasant. Les larmes tombaient sans s'arrêter. Ma poitrine me faisait si mal que je pouvais à peine respirer. Mason, l'enfant que j'aimais, était parti. Je me suis retournée et j'ai erré vers notre abri temporaire, le cœur battant d'effroi face à la vie solitaire qui m'attendait. Le reverrai-je un jour? Et ce n'était pas vraiment la fin. Après le jour du départ de Mason, ma vie est tombée dans un vide immense et suffocant. Les routines quotidiennes sont devenues dénuées de sens et insupportablement lourdes, comme si je traînais un corps sans âme. Le matin, je n'étais plus réveillée par le son du rire d'un enfant. Il n'y avait pas de lait chaud à préparer, pas de petit déjeuner simple à faire. L'abri de fortune sous le pont semblait désormais caverneux et vide. Pourtant, j'étouffais de nostalgie. Je ne mangeais que pour survivre. La nourriture avait perdu tout son goût. La nuit,
Je restais éveillée à fixer le plafond de béton sombre, imaginant le visage de Mason. Son large sourire quand je lui racontais des histoires, la façon dont il s'accrochait à moi quand il avait peur. « Oncle Owen, j'ai fait un cauchemar », murmurait-il, et je l'apaisais jusqu'à ce qu'il se rendorme. Maintenant, mon propre sommeil était rempli de cauchemars. Le garçon emmenait de force, m'appelant en vain. Je me réveillais en sursaut au milieu de la nuit, le cœur battant, couvert de sueur froide, terrifié qu'il pleure quelque part et que je ne puisse pas l'atteindre. Chaque matin, par une habitude que je ne pouvais briser, je me rendais encore au site de charité, mes pieds se déplaçant mécaniquement malgré la faiblesse de mon espoir. Je faisais la queue pour la nourriture gratuite, les yeux scrutant la foule, souhaitant désespérément revoir Mason ne serait-ce qu'une fois. Peut-être s'était-il échappé pour me rendre visite, ou Clayton l'avait-il amené. Aujourd'hui pourrait être le jour, me disais-je, le cœur battant chaque fois que j'apercevais une petite silhouette au loin. Mais c'était toujours un autre enfant, et la déception s'abattait sur moi comme une vague. Les jours passaient dans une attente lasse, mais Mason n'apparaissait jamais, et l'espoir en moi mourait lentement à chaque fin d'après-midi. La faible lumière du soleil filtrait à travers les arbres clairsemés, étirant mon ombre sur le sol comme pour étirer la douleur elle-même. J'étais assis seul avec mon bol de soupe claire, des larmes coulant sans que je m'en aperçoive. Où est-il maintenant? Que mange-t-il? Dort-il bien? Ces questions faisaient battre mon cœur d'inquiétude. Je ne pouvais ni manger ni dormir correctement. Peu à peu, j'ai commencé à accepter la vérité. La vie de Mason avait pris un chemin différent. Une grande maison, un père biologique riche, de bonnes écoles. Il méritait cela, pas d'errer avec un homme brisé et sans emploi comme moi. Je me suis forcée à mettre le passé de côté et à me relever. Tu ne peux pas vivre éternellement dans les souvenirs, me suis-je réprimandée en essuyant mes larmes et en me levant. J'ai continué à chercher du travail, électricien, magasinier, même plongeur. J'ai trouvé des emplois temporaires sporadiques, j'ai économisé chaque centime et j'ai finalement loué une minuscule chambre au lieu de dormir sous le pont. La vie était toujours dure, mais au moins j'avais un but, survivre et peut-être un jour oublier la douleur. Mais comment oublier? Chaque nuit, je rêvais encore de Mason, me réveillant le cœur battant et les mains tremblantes, comme s'il m'appelait de loin. Un jour, comme d'habitude, je suis allée au site de charité pour un repas gratuit. Le soleil tapait fort. La foule était plus nombreuse et plus bruyante que d'habitude. J'ai pris ma soupe et je me suis assis dans mon coin habituel, regardant fixement autour de moi. Puis, au loin, j'ai aperçu une petite silhouette familière au milieu de la cour. Cheveux en désordre, sourire timide. Mon cœur s'est serré. Je me suis frotté les yeux, convaincu que c'était une autre hallucination due au manque. Un autre mirage, ai-je murmuré, essayant de me détourner pour m'épargner la douleur. Mais alors, cette voix familière a retenti, petite mais claire au-dessus du bruit. Oncle Owen. Oncle Owen. Toutes les émotions que j'avais refoulées ont explosé en moi. Mon cœur battait la chamade. Les larmes ont jailli, et j'ai couru en avant, serrant le garçon dans une étreinte féroce, incapable de cacher ma joie immense. Mason. Mon grand, c'est vraiment toi, ai-je crié, la voix tremblante, le tenant fermement contre ma poitrine, sentant sa chaleur familière. Mason a pleuré et balbutié en même temps. Oncle Owen, tu vas bien? Tu m'as tellement manqué. Il s'est accroché à moi, trempant ma chemise de ses larmes. Nous sommes restés là, au milieu de la cour, nous étreignant et sanglotant, tandis que la foule nous regardait avec surprise, mais nous a laissés tranquilles. La joie se mêlait à une excitation nerveuse. Était-ce un rêve? Allait-on me l'enlever à nouveau? Quand les émotions se sont finalement calmées, j'ai instinctivement regardé autour de moi, paniqué, craignant que quelqu'un ne l'arrache soudainement. Mon cœur s'est emballé alors que je cherchais des gardes du corps, des voitures de luxe ou des étrangers. Puis Clayton Scott s'est approché par derrière, impeccablement vêtu, son expression beaucoup plus douce qu'auparavant. Il a souri. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai amené vous voir. Pouvons-nous parler? Clayton m'a invité dans un petit café voisin pour une conversation privée. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille, Mason entre nous, agrippant fermement ma main.
J'ai commandé un café noir, mes mains tremblant encore d'émotion. Clayton a commencé doucement. Depuis que j'ai ramené Mason à la maison, sa santé physique s'est beaucoup améliorée. Je l'ai emmené chez des médecins pour des examens complets et je me suis assuré qu'il mange correctement. Il est de retour dans une bonne école maintenant et a des amis. Il a fait une pause, regardant Mason avec tendresse. J'ai hoché la tête, une chaleur se propageant dans ma poitrine. C'est bien. Il le mérite. Mais Clayton a soupiré. Cependant, émotionnellement, il est très silencieux et renfermé. Il s'assoit souvent seul, regarde par la fenêtre, sourit à peine. Je lui ai demandé plusieurs fois ce qui n'allait pas, mais il ne voulait rien dire. Puis un jour, il a soudainement parlé de vous. Oncle Owen me manque, papa. C'est la meilleure personne du monde. Il a pleuré toute la nuit, me suppliant de vous revoir. Ces mots ont fait battre mon cœur et les larmes sont remontées. Clayton a continué, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris à quel point vous êtes important pour mon fils. Il vous voit comme un second père. Alors, j'ai accepté de l'amener vous rencontrer aujourd'hui. Il a ajouté qu'il avait enquêté sur mon passé, ma carrière d'électricien, mes compétences et tout ce que j'avais traversé, la perte de mon travail, de ma femme, le rejet par mes propres parents. J'ai engagé des gens pour enquêter sur vous. Vous avez traversé l'enfer, et pourtant vous n'avez jamais perdu votre gentillesse. Je vous admire. Après quelques discussions supplémentaires, Clayton m'a offert un emploi dans son entreprise, un poste d'électricien de maintenance parfaitement adapté à mon expertise. Mon entreprise est grande et a besoin de quelqu'un comme vous. Salaire stable, avantages sociaux complets. Qu'en dites-vous? L'offre m'a stupéfié au-delà de toute croyance. Mon cœur s'est emballé, mes mains tremblaient. Vous êtes sérieux? Après tout ce que j'ai perdu, je n'arrive pas à croire qu'on me donne une vraie chance comme celle-ci. Les larmes coulaient sur mon visage de manière incontrôlable. Mason s'est accroché à ma main, les yeux brillants d'espoir. Je veux être près de toi. Je l'ai serré dans mes bras, la gratitude m'inondant, un sentiment que j'avais presque oublié après tant d'années. Merci, Clayton. Je chérirai cette opportunité avec tout ce que j'ai. Nous sommes restés un peu plus longtemps à parler de Mason. Il m'a parlé de sa nouvelle école, mais a dit qu'il préférait toujours le vieux vélo sur lequel je le poussais. Clayton a hoché la tête. À partir de maintenant, vous pourrez le voir quand vous voudrez. Nous sommes une famille. Ces mots ont réchauffé mon cœur tout en me laissant nerveusement excitée. Était-ce réel? Le nouveau travail se passerait-il bien? En quittant le café, je les ai accompagnés à la voiture. Mason m'a serré fort dans ses bras. À demain, d'accord? J'ai hoché la tête, les larmes coulant. Bien sûr, mon grand. La voiture est partie, mais cette fois, il n'y avait pas de douleur, seulement une lueur d'espoir. Cette nuit-là, dans ma chambre fraîchement louée, mon cœur battait encore d'anticipation pour le lendemain, un nouveau travail, revoir Mason. Après tant de pertes, ma vie semblait enfin s'éclaircir. Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, le cœur battant encore d'une excitation nerveuse. J'ai enfilé les vêtements les plus propres que j'avais, une vieille chemise soigneusement repassée, et je me suis rendue à l'entreprise de Clayton Scott. C'était un immense bâtiment à la périphérie de la ville, avec de vastes halls de production remplis du bourdonnement assourdissant des machines modernes. Je me suis tenue à la grille, j'ai dégluti et je me suis dit, tu peux le faire, Owen. C'est ta seconde chance. Le personnel des ressources humaines m'a accueilli et m'a conduit au bureau de Clayton. Il m'a serré la main chaleureusement. Bienvenue dans la famille. Vous travaillerez comme technicien de maintenance électrique dans l'usine de production. Vous commencez aujourd'hui. J'ai hoché la tête, la voix légèrement tremblante. Merci, monsieur. Je donnerai tout ce que j'ai. Les premiers jours, j'ai travaillé avec une extrême prudence, comme si je marchais sur une corde raide. Tout était nouveau, des lignes de production complexes, des systèmes électriques avancés avec des capteurs automatisés, des délais serrés qui me forçaient à courir contre la montre. J'ai dû presque tout réapprendre, me plongeant dans d'épais manuels, observant mes collègues, posant des questions détaillées.
J'ai fait de petites erreurs dues à mon manque de familiarité avec l'équipement moderne, mal câblé un circuit et arrêté une machine pendant une demi-heure, ou oublié de vérifier un capteur et déclencher une fausse alarme. Le chef d'équipe me corrigeait constamment. Owen, sois plus prudent. Un seul retard affecte toute la ligne. Mon cœur battait la chamade à chaque fois, terrifié à l'idée d'être renvoyé. Mais je ne me suis jamais plaint ni disputé. Au lieu de cela, je restais tard pour vérifier mon travail et étudier. Assis seul dans l'usine obscure, lisant à la lampe de poche, m'entraînant sur de petits modèles. Tu dois faire plus d'efforts, Owen, me disais-je, la sueur coulant même dans la nuit froide. Ces nuits-là, je rentrais dans ma chambre épuisée, mais je sentais que je m'améliorais, passant de l'hésitation à la confiance. Ma diligence, mon désir d'apprendre et mes solides compétences de base ont rapidement porté leurs fruits. En seulement 2 semaines, je gérais des tâches difficiles, réparation électrique d'urgence, optimisation des circuits pour économiser de l'énergie. Les superviseurs et les ingénieurs principaux l'ont remarqué. Owen, tu fais du bon travail. Tu as progressé plus vite que je ne l'imaginais. Ces mots ont réchauffé mon cœur et m'ont enthousiasmé pour un avenir stable. Mon premier revenu régulier depuis des années. Un salaire mensuel suffisant pour couvrir le loyer et une nourriture décente. J'ai enfin pu louer une chambre propre et mettre fin aux nuits sous les ponts ou sur les trottoirs. La vie était encore dure. J'économisais chaque centime, mangeais simplement, mais au moins j'avais un toit et un travail. Quant à Mason, après l'école ou les jours où il finissait plus tôt, un chauffeur l'amenait à l'usine. Le bruit d'une voiture qui s'arrête, puis le garçon courant dans l'usine en criant « Oncle Owen, je suis là ». Chaque fois que je le voyais courir vers moi à travers la cour de l'usine, la joie m'inondait, le cœur battant, un sourire se dessinant sur mon visage. Pendant mes moments libres, je l'aidais avec ses devoirs, assis à une vieille table en bois dans la salle de pause, travaillant sur les maths ou la lecture ensemble. « Qu'est-ce que c'est, tonton ?» demandait-il en montrant un schéma électrique. Je riais. C'est un circuit, comme le sang qui coule dans le corps. Puis je l'emmenais à la cafétéria des employés pour des sandwichs et du lait chaud. Il mangeait joyeusement et me racontait sa journée d'école. Clayton nous observait souvent de loin, en souriant. Il a progressivement commencé à me traiter comme un membre de la famille, pas seulement un employé. « Owen, tu es comme un grand frère pour lui », m'a-t-il dit un jour autour d'un café. La présence de Mason dans ma nouvelle vie m'a donné, pour la première fois depuis que tout s'était effondré, le sentiment d'avoir à nouveau une vraie famille. Mais juste au moment où les choses commençaient enfin à se stabiliser, le désastre a frappé comme un éclair. L'entreprise a nommé un nouveau chef d'atelier. Lors d'une réunion soudaine, le directeur l'a présenté. Voici Rory Hay, transféré d'une autre succursale. Mon cœur s'est arrêté quand je l'ai vu. Rory, l'amant d'ami, l'arrogant et manipulateur quadragénaire. Les rumeurs se sont vite répandues. Il avait été rétrogradé et transféré ici après une grosse erreur, ayant perdu un contrat de plusieurs millions de dollars à cause d'une fraude. Son visage portait toujours ce regard suffisant, mais ses yeux brûlaient de ressentiment. Au moment où nous avons été présentés, Rory m'a reconnu instantanément. Son regard a vacillé de surprise, puis est devenu glacial et méprisant, comme s'il regardait un insecte. « Oh, Owen Moore. Le monde est petit », a-t-il ricané. À partir de ce jour, les ennuis ont plu sur moi au travail. Rory m'assignait délibérément les quarts de travail les plus lourds et les plus longs. Travail de nuit constant, réparation d'urgence non-stop. « Owen, tu prends ce quart. » Pas de pleurnicherie, aboyait-il en me fusillant du regard. Les plus petites erreurs étaient grossies de manière disproportionnée. Un oubli de consigner quelque chose devenait une grave violation de la sécurité et entraînait des retenues sur salaire. Les tâches difficiles m'étaient confiées avec des délais impossibles et sans aide, recabler tout un système seul en une nuit. Mes suggestions techniques raisonnables étaient rejetées sans explication. Idée stupide. Fais-le à ma façon. Les primes et les évaluations de performance étaient retardées ou réduites sans raison. Je savais que j'étais ciblé. Mon cœur s'emballait chaque matin en entrant dans l'usine, terrifié que ce soit le jour où je serais renvoyé. Mais je suis resté silencieux. Je n'ai rien dit à personne.
Ni à Clayton, ni à personne d'autre. Je ne voulais pas remuer le passé douloureux avec mon ex-femme et l'humiliation d'avoir été trahi et rejeté. Tu peux gérer ça, Owen, me disais-je en serrant les dents et en travaillant plus dur. La pression me laissait épuisée. Je m'effondrais sur mon lit, endolori de partout. Mais je m'accrochais à ce travail. C'était la seule chose qui me maintenait à flot, et j'avais besoin de stabilité pour Mason. Le point de rupture est arrivé un après-midi après un long quart de travail. Alors que je sortais de l'usine, épuisé et lasse, j'ai soudain vu Amy et Rory qui attendaient au bord de la route, détendus, comme s'ils avaient parfaitement chronométré ma sortie. Amy dans une robe élégante, Rory appuyé contre sa voiture de luxe. Au moment où Amy m'a aperçu, le mépris a tordu son visage. Elle a ricané. Oh, Owen, regarde-toi. Toujours aussi pathétique, à travailler comme un simple technicien ici. On a un peu remonté la pente, hein? Sa voix dégoulinait d'un venin déguisé en douceur. Rory a simplement ricané, les yeux pleins d'une menace arrogante. Ouais, perdant. Tu as de la chance d'avoir ce travail. Ne t'attends pas à ce que ça dure. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient de choc et de peur. Pourquoi était-il là? Quelques collègues et membres du personnel se sont arrêtés pour regarder. Les chuchotements se sont répandus. Qui est cette femme? L'ex-femme d'Owen. J'étais exposé sous leurs regards et leurs insultes, mis à nu en public, le visage brûlant d'humiliation. Amy a continué. Tu te souviens, Owen? Tu as perdu ton travail. Tu as tout perdu. Je suis partie parce que tu étais un bon à rien. Et maintenant, tu continues de te débrouiller. Rory est un vrai homme. Je voulais crier, frapper Rory, mais je me suis retenue. Ne voulant pas faire une plus grande scène, j'ai baissé la tête et je suis partie en silence, la honte m'étouffant. Mes pas étaient lourds, les larmes coulant. De retour dans ma chambre, je me suis effondrée sur le lit, le cœur battant encore de rage et de peur. Allait-il me faire renvoyer? Le passé allait-il détruire mon présent à nouveau? Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de rester calme. Mais chaque matin, je me réveillais avec le poids de cette rencontre humiliante qui pesait encore sur ma poitrine comme un rocher. J'allais au travail sur le qui-vive, évitant même de jeter un coup d'œil vers le bureau de Rory, redoutant de le croiser. La pression de son harcèlement continuait, quart de travail plus long, mission plus difficile et insultes sournoises. Dépêche-toi, espèce d'incapable. Pourtant, après des semaines de ciblage incessant, j'ai progressivement appris à y faire face avec sang-froid et à gérer chaque situation plus soigneusement. Je ne réagissais plus émotionnellement à ces provocations. Pas de cris en retour, pas de dispute. Je me contentais d'accomplir mes tâches selon les règles, documentant méticuleusement chaque étape pour qu'il n'ait aucune excuse pour me critiquer. Voici un travail, délai de 2 jours, aboyait-il en me jetant des dossiers au visage. Oui, monsieur. Je le terminerai à temps, répondais-je calmement. À l'intérieur, mon cœur battait de rage, mais je me contenais et me concentrais sur le fait de faire mes preuves par mon travail. Mes collègues ont commencé à le remarquer. Pendant les pauses, ils chuchotaient, Rory s'en prend clairement à Owen. Beaucoup n'aimaient déjà pas Rory pour son style autoritaire et abrasif. Ils criaient sans raison, réduisaient les primes arbitrairement, alors ils ont discrètement commencé à m'aider. Un chef d'équipe m'a glissé des documents. Tiens, le schéma du nouveau système. Étudie-le d'abord. Un collègue a vérifié mon travail. Owen, ce fil est mal placé. Répare-le avant qu'il ne le voie. Je les ai remerciés. Mon cœur s'est réchauffé, tout en restant anxieux. J'avais peur que Rory le découvre, mais j'étais reconnaissant de ne plus être seul. Grâce à leur soutien discret, mon travail s'est progressivement stabilisé à nouveau. La pression demeurait. Les quarts de nuit me laissaient épuisé, les primes étaient toujours réduites, mais je n'étais plus écrasé. Je rentrais plus tôt, j'avais le temps de me reposer et j'ai même commencé à suivre des cours en ligne pour améliorer mes compétences. En me regardant dans le miroir, je me suis encouragé à continuer. Un jour ordinaire après l'école, Mason a été déposé à l'usine pour attendre son père. Je vérifiais un panneau électrique dans un coin de l'atelier, penché sur des fils emmêlés,
transpirant sous les néons, quand j'ai entendu le bruit familier de ses pas. « Oncle Owen, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il crié joyeusement, sa voix résonnant au-dessus du bruit des machines. J'ai levé les yeux en souriant largement. « Eh, mon grand. Tu as fini plus tôt aujourd'hui. » J'ai presque fini, attends-moi juste là une minute. Mason s'est assis docilement sur un banc, souriant et bavardant, me faisant oublier toute ma fatigue. À ce moment précis, Rory est descendu du couloir pour vérifier l'avancement. Ses pas lourds et ses cris étaient audibles de loin. Pourquoi tout est si lent ? Il m'a vu avec Mason dans la zone de production et son visage s'est instantanément assombri. Rory a explosé, se précipitant vers moi et me criant dessus pour avoir amené un enfant dans l'usine, utilisant la sécurité au travail comme excuse pour chercher la bagarre. Es-tu fou, Owen ? Qui a autorisé un gamin à entrer ici ? Cet endroit est mortel. Violation de la sécurité. Je retiens sur ton salaire. Fais-le sortir maintenant. Sa voix était stridente, son visage rouge, son doigt pointé sur mon visage. Mon cœur s'est emballé d'inquiétude pour Mason, mais je suis resté calme. Désolé, patron. Il est juste en visite. Je vais le faire sortir tout de suite. Avant que je puisse bouger, Mason a entendu les cris et s'est retourné, terrifié. Il s'est figé, les yeux écarquillés d'horreur. À l'instant où le regard de Rory s'est posé sur le visage de Mason, il s'est lui aussi arrêté net. Son froncement de sourcils s'est transformé en choc, puis son visage est devenu cendré, comme s'il avait vu un fantôme. Son regard s'est attardé sur Mason bien trop longtemps, révélant une panique et une confusion indéniables, la bouche légèrement ouverte, les mains tremblant légèrement comme s'il avait été frappé par la foudre. Après quelques secondes pesantes, Rory s'est brusquement retourné et s'est éloigné en hâte sans un autre mot, ses pas frénétiques comme s'il fuyait. L'atelier est tombé dans le silence un instant. Tout le monde a échangé des regards perplexes. Derrière moi, Mason s'était également raidi, le visage pâle, ses petites mains tremblantes alors qu'il agrippait ma manche. La joie antérieure avait disparu. Ses yeux étaient hantés, comme s'il venait de voir quelque chose de terrifiant. Les lèvres serrées, le corps tremblant. Je me suis agenouillée, la voix pleine d'inquiétude. « Mason, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu connais cet homme ? Pourquoi as-tu si peur ? » Il a simplement secoué la tête frénétiquement, les yeux remplis de larmes, incapable de parler. « C'est rien, tonton, » a-t-il murmuré, la voix tremblante. Son silence anormal m'a clairement indiqué qu'il cachait une peur profonde, comme si un souvenir horrible venait de refaire surface. Mon cœur battait d'effroi. Que se passait-il ? Pourquoi avaient-ils tous les deux réagi de cette façon ? À partir de ce jour, Mason est venu beaucoup moins souvent à l'usine. Il trouvait des excuses, trop de devoirs, se sentir fatigué. Mais chaque fois que nous nous voyions, que ce soit par les appels de Clayton ou le week-end, il devenait sur ses gardes, sursautant au moindre bruit fort. « Oncle Owen, j'ai peur des cris », m'a-t-il murmuré une fois, en évitant mon regard. Quant à Rory, il m'évitait maintenant de manière flagrante. Pas de mission directe, seulement des emails, les yeux fuyants chaque fois que nous nous croisions dans le couloir. Ce changement radical n'a fait qu'approfondir mes soupçons sur un lien entre lui et Mason. Mon cœur s'emballait chaque fois que j'y pensais. Rory était-il impliqué dans la disparition du garçon ? Y avait-il un sombre secret ? Je savais que je ne pouvais plus rester silencieux. Si quelque chose n'allait pas, Mason pourrait être en danger. Après de nombreuses nuits blanches à peser les risques, j'ai décidé de tout raconter à Clayton Scott. J'ai demandé une réunion privée dans son bureau, le cœur battant en entrant. « Monsieur Clayton, je dois vous parler de Mason et de Rory. » Clayton a écouté, son visage devenant grave. Quand j'ai décrit les réactions de panique de Rory et de Mason, les regards, les tremblements, l'évitement, il est resté silencieux pendant un long moment, serrant fermement sa tasse de café. Finalement, il a parlé d'une voix basse. « Je vais faire enquêter discrètement sur Rory. Merci de m'avoir dit cela. » Il m'a également demandé de continuer à passer du temps avec Mason, de lui parler doucement et de le rassurer pour que le garçon puisse s'ouvrir quand il serait prêt. Vous êtes la personne en qui il a le plus confiance.
Aidez-le à se sentir suffisamment en sécurité pour parler. J'ai hoché la tête et je suis partie, portant un malaise plus lourd que jamais, comme si une tempête se préparait et que je me trouvais en plein centre. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps avec Mason, avec la permission spéciale de Clayton. Il me faisait tellement confiance qu'il m'a essentiellement confié le garçon, me permettant de le sortir après l'école pour manger, jouer, n'importe où, comme un second père. Emmenez-le où vous voulez, tant que c'est sûr, a dit Clayton au téléphone, sa voix pleine de confiance. Chaque fois qu'il appelait, mon cœur s'emballait, craignant qu'il n'y ait de mauvaises nouvelles concernant l'enquête sur Rory. Mais j'étais aussi profondément reconnaissant pour cette chance. Lors de nos sorties, Mason est lentement sorti de son état de peur et de repli. Au début, il parlait à peine, s'accrochant fermement à ma main, les yeux balayant les environs comme si quelqu'un pouvait l'observer. Mais progressivement, sous le chaud soleil du parc ou au bord du lac scintillant, il a commencé à rire davantage, à parler davantage. « Oncle Owen, regarde ce poisson. Il est énorme, a-t-il crié pendant que nous nourrissions les canards. J'ai ri, le cœur réchauffé. Tu as raison. Il serait délicieux grillé. Nous avons mangé des glaces à la vanille, sa préférée, assis sur un banc à nous raconter des histoires idiotes. Tu te souviens quand on mangeait du pain sec? C'est bien meilleur. Il a gloussé, retrouvant lentement l'innocence qu'il avait toujours eue avec moi. Ces moments faisaient battre mon cœur de joie de le voir s'améliorer, mais aussi d'inquiétude. Il cachait toujours un secret. J'ai attendu patiemment, sans jamais le presser sur le passé, essayant seulement de le faire se sentir en sécurité. Je lui racontais des contes de fées, jouais à chat, achetais des ballons en forme d'animaux, tout pour l'aider à oublier sa peur. Je suis là, mon grand. Personne ne te fera de mal, lui murmurais-je quand il sursautait au bruit d'un camion. Peu à peu, il s'est ouvert, parlant de l'école, des amis, même de la grande maison de Clayton. J'ai peur de dormir seul dans ce lit immense. Ces mots m'ont serré la gorge, mais j'ai souri. Maintenant tu as tout. Tu es bien mieux loti. Quand le moment m'a semblé opportun, après quelques semaines de rires plus nombreux et de sursauts moins fréquents, lors d'une promenade tranquille au bord de la rivière avec la brise fraîche, j'ai doucement abordé le sujet de Rory. Mason, ce jour-là à l'usine. Quand tu as vu Monsieur Rory, pourquoi avais-tu si peur? Le connais-tu? Ai-je demandé doucement, en lui serrant la main pour le rassurer. Au moment où j'ai mentionné l'homme, Mason est devenu pâle, tout son corps se raidissant instinctivement, sa prise se resserrant douloureusement, les yeux écarquillés de terreur comme si un sombre souvenir avait refait surface. Non, je ne veux pas parler de lui, a-t-il murmuré, la voix tremblante, le corps secoué de tremblements. Mon cœur battait la chamade. Je craignais d'avoir rouvert une profonde blessure. Je me suis immédiatement agenouillée et je l'ai serré dans mes bras. N'aie pas peur, fiston. Je te protégerai toujours. Personne ne te fera de mal à nouveau. Raconte-moi, je promets de garder le secret. Je lui ai caressé le dos, parlant doucement, attendant qu'il se calme. Dans la peur et l'hésitation, Mason a finalement dit la vérité. Sa voix était à peine un murmure. Rory. C'est lui qui m'a kidnappé. Je me souviens de la cicatrice sur son front. Il m'a enfermé dans une voiture sombre. J'avais si peur. Il a éclaté en sanglots, s'accrochant à moi. Je suis resté figé, sous le choc absolu. Cet homme qui m'avait tourmenté était le monstre d'il y a 2 ans. Mon cœur s'est arrêté un instant, mon esprit tourbillonnant. Mason, es-tu sûr? Tu t'en souviens clairement? Ai-je insisté doucement, la voix tremblante, en lui caressant les cheveux. Il a hoché la tête avec une terreur indubitable. J'en suis sûr, tonton. La cicatrice en forme de croissant, la voix rauque. J'avais si peur. Ces mots m'ont glacé le sang. Chaque fois que Rory m'avait regardé avec mépris prenait maintenant tout son sens. Il avait peur d'être reconnu. Le jour même, j'ai immédiatement emmené Mason chez Clayton et je lui ai tout raconté. Nous sommes allés à son manoir. Jardin luxuriant, grande maison. J'ai frappé, le cœur battant, tenant fermement la main du garçon. Monsieur Clayton, j'ai quelque chose de très important à vous dire, ai-je dit gravement.
Quand Mason, tremblant, a répété les détails, la cicatrice, la voix, le fait d'être enfermé dans le noir, le visage de Clayton est devenu blanc de rage, les poings serrés sur les accoudoirs, bien qu'il se soit forcé à rester calme. Fiston, c'était vraiment lui? Papa va s'en occuper. Il a serré Mason dans ses bras, les yeux rouges, puis s'est tourné vers moi. Merci de l'avoir aidé à s'ouvrir. Il m'a montré un fichier audio enregistré secrètement que ses enquêteurs venaient d'obtenir. Une conversation à voix basse entre Rory et Amy, capturée par surveillance. Rory semblait paniqué. Amy, écoute. Je dois disparaître pendant un moment. Ne demande pas pourquoi et ne le dis à personne. Si tu as encore confiance en moi, fais tes valises et rejoins-moi dès que possible. On prendra l'avion pour l'Europe ou ailleurs. Je ne veux pas aller en prison pour les vieilles histoires. En entendant cela, je suis resté paralysé. Tous mes soupçons se sont confirmés. Son évitement, sa panique, tout avait maintenant une raison. Mon cœur s'est emballé, une sueur froide a éclaté. Mon Dieu, c'est vraiment le kidnappeur. Clayton a expliqué qu'à peu près au moment où Mason a disparu il y a plus de 2 ans, Rory avait soudainement pris un congé inexpliqué de l'entreprise pendant 3 semaines, correspondant exactement à la chronologie. Il a pris des vacances soudaines. 3 semaines, pile au moment où mon fils a disparu. Tout correspond. Clayton croyait que le mobile de Rory provenait d'une vieille rancune. Des années plus tôt, Clayton avait personnellement bloqué sa promotion, annulé un contrat majeur et l'avait sévèrement sanctionné pour fraude financière. Il me détestait pour avoir ruiné sa carrière. L'enlèvement n'était pas pour une rançon. C'était une vengeance folle dirigée directement contre moi, voler mon fils pour me faire souffrir. Ces mots m'ont glacé. La profondeur de la méchanceté de Rory était terrifiante. J'ai réalisé que les préparatifs frénétiques de Rory pour fuir signifiaient qu'il était vraiment terrifié d'être démasqué et qu'il prévoyait de s'échapper. Il se prépare à fuir, ai-je murmuré, le cœur battant. Clayton a hoché la tête. Exactement. Une course silencieuse contre la montre a commencé. Celui qui est le plus lent perd la dernière chance de révéler la vérité. Clayton s'est levé et a appelé son avocat et ses enquêteurs. Nous devons agir vite. Il ne doit pas s'échapper. Je suis resté assis, tenant Mason, l'esprit tourbillonnant face à ce drame, passant d'un technicien sans emploi au centre d'une affaire d'enlèvement. Mon cœur s'emballait de peur pour le garçon alors que je murmurais, « N'aie pas peur, mon grand. Je te protégerai. » Mais à l'intérieur, la tempête se rapprochait. La course avait commencé, le temps était compté et la vérité attendait d'être révélée. Avec la déclaration complète de Mason enregistrée par l'avocat, sa voix tremblante mais résolue ainsi que le fichier audio secret, l'historique de localisation du téléphone de Rory et d'autres preuves, Clayton a tout soumis à la police pour rouvrir officiellement l'affaire d'enlèvement d'il y a 2 ans. Nous sommes allés au poste de police un matin brumeux. Mon cœur battait la chamade alors que Clayton remettait le dossier à l'officier en charge. Ce sont de nouvelles preuves. La disparition de mon fils il y a 2 ans. Le suspect est Rory Hay, un directeur de mon entreprise. L'officier, un homme d'âge mûr à l'épaisse moustache, a parcouru les dossiers, les yeux se plissant. Nous prenons l'affaire et enquêterons discrètement sur Rory selon les règles. Ne dites pas un mot. Cela pourrait l'alerter et le faire fuir. Nous avons quitté le poste. J'ai serré Mason plus fort, le cœur battant en pensant aux jours d'attente à venir. La police agirait-elle assez vite? Rory se douterait-il de quelque chose? Quelques jours plus tard, le premier signe est apparu. Rory a soudainement demandé un long congé personnel. Son email à Clayton était laconique. J'ai besoin de quelques semaines de congé pour des raisons familiales. Clayton m'a appelé immédiatement à son bureau, le visage sombre. C'est un signe clair qu'il se prépare à s'enfuir. Il sait que le vent tourne. Mon cœur s'est emballé de peur. S'il s'échappait, tout s'effondrerait. Mason vivrait dans la peur pour toujours. Clayton et moi avons réalisé que nous devions agir vite. Il a appelé son détective privé. Suivez-le de près. Signalez tout mouvement immédiatement.
Les hommes de Clayton l'ont suivi et ont rapidement rapporté que quelques heures plus tard, Rory et Amy se dirigeaient vers l'aéroport. Ils achètent des billets pour le Mexique, a murmuré l'enquêteur au téléphone. Clayton et moi avons sauté dans sa voiture et nous sommes lancés à leur poursuite, mon cœur battant à tout rompre. Plus vite, nous ne pouvons pas le laisser s'échapper, a crié Clayton au chauffeur, agrippant le volant. En même temps, il a informé d'urgence la police de l'emplacement exact. Rory est à l'aéroport international. Il est peut-être en train de fuir. Nous sommes en route. La voiture a filé sur l'autoroute, la pluie tombant maintenant à verse, le pare-brise s'embuant de notre respiration anxieuse. À l'aéroport, le terminal bourdonnait de voyageurs traînant des valises, les annonces de vol résonnant. Rory et Amy faisaient la queue au comptoir d'enregistrement international. Lui, en veste noire, les yeux balayant nerveusement les alentours. Amy, à côté de lui, bavardant sans se douter de rien. Au moment où Rory s'est retourné pour regarder derrière lui, il nous a aperçus, Clayton et moi, nous frayant un chemin à travers la foule. Nos regards se sont croisés, son visage s'est vidé de sa couleur, sa bouche s'est ouverte, ses mains tremblaient. Presque simultanément, des policiers en civil se sont rapprochés de plusieurs directions, se déplaçant rapidement pour les encercler. Réalisant qu'il était piégé, Rory a paniqué, la sueur coulant, les yeux fous. Il s'est retourné et a tenté de courir, bousculant les passagers, les valises tombant bruyamment au sol. Mais après seulement quelques pas chancelants, les officiers l'ont plaqué au sol. Un grand détective l'a immobilisé. Rory, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'enlèvement d'enfant. Il s'est débattu et a crié, « Lâchez-moi. Je suis innocent. » La foule a éclaté dans le chaos. Des cris, des téléphones levés, filmant tout. Amy se tenait là, figée, le visage cendré, la bouche bée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'arrête-t-il? Elle a essayé de s'approcher, mais la police l'a retenue. Madame, restez où vous êtes. Alors que le mandat d'arrêt était lu à haute voix, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et séquestration de mineurs, Rory luttait désespérément, niant toujours tout. C'est un coup monté. Vous vous trompez de personne? Lâchez-moi. Il se tordait, a même mordu la main d'un officier, mais c'était inutile. Ils l'ont menotté et l'ont relevé. Ce n'est qu'alors qu'Amy a réalisé que l'homme en qui elle avait confiance était soupçonné d'un crime grave. Elle s'est effondrée au milieu du terminal, sanglotant de manière incontrôlable, les mains couvrant son visage. Non, ce n'est pas possible. Rory, est-ce que ce qu'il disait est vrai? La police l'a relevé. Vous devrez nous accompagner pour un interrogatoire. Rory et Amy ont été emmenés sous le regard de dizaines de personnes qui chuchotaient, pointaient du doigt. Enlèvement d'enfants? C'est horrible. Je me tenais à distance, regardant en silence, le cœur battant. Enfin, il était attrapé, mais la douleur de Mason demeurait. Clayton a posé une main sur mon épaule. On l'a eu, Owen. Après son arrestation, Rory a été placé en détention pour enquête. Lors des premiers interrogatoires, il a obstinément tout nié. Je ne connais aucun gamin. Vous me piégez. Il ricanait dans la salle d'interrogatoire sombre, répétant son innocence. Mon cœur s'est emballé lorsque Clayton m'a mis au courant. Il est coriace, mais les preuves vont l'écraser. Pourtant, lorsque les preuves ont été présentées une par une, les données de localisation de son téléphone correspondant au site de la disparition, les images de vidéosurveillance près du pont où Mason a été abandonné, les témoins qui l'ont vu conduire de manière suspecte près de la maison de Clayton, et l'identification formelle de Mason, Rory a commencé à s'effondrer. Son visage a pâli, la sueur a coulé. Ce n'était pas moi. Lorsque l'enregistrement de lui et d'Amy a été diffusé, sa voix paniquée avouant « Le gamin m'a reconnu », Rory s'est complètement effondré et a tout avoué. « Oui, je l'ai fait parce que je détestais Clayton. Il a détruit ma carrière. » Il pleurait, la tête baissée. Le mobile a été confirmé comme étant une vengeance personnelle. Des années plus tôt, Clayton l'avait sévèrement sanctionné et avait bloqué sa promotion pour fraude. Il voulait que je souffre de la même manière qu'il pensait m'avoir fait souffrir, en prenant mon fils et en l'abandonnant à son sort, a dit Clayton, la voix tremblante.
Amy a été interrogée en tant que personne d'intérêt. Elle a sangloté. Je n'en avais aucune idée. Il a juste dit que nous partions en vacances. Elle a été libérée après qu'il a été déterminé qu'elle n'avait aucune implication dans l'enlèvement. Le procès pour enlèvement a attiré une attention médiatique massive car il impliquait le fils d'un homme d'affaires éminent. Les journalistes se pressaient devant le palais de justice, les flashs crépitaient. J'étais assis dans la section des témoins, le cœur battant, tenant la main de Mason. Mon grand, aujourd'hui ta peur prend fin. Au tribunal, toutes les preuves ont été présentées publiquement, le témoignage de Mason, les enregistrements, la vidéosurveillance, le passé de Rory. Face aux arguments irréfutables du procureur, l'accusé a enlevé un enfant par vengeance personnelle, causant un traumatisme grave, Rory a baissé la tête, a reconnu sa culpabilité et a accepté la sentence. Le marteau est tombé. Rory a été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour enlèvement d'enfants et tentative de se soustraire à la justice. La salle d'audience a éclaté en applaudissements. À la fin du procès, Mason, Clayton et moi avons quitté tranquillement le palais de justice. Mason a serré ma main, n'ayant plus peur. Il a souri. Le méchant est parti, tonton. Nous sommes sortis au soleil. Mon cœur se sentait plus léger, mais toujours anxieux quant à l'avenir. La justice avait été rendue, mais les blessures avaient besoin de temps pour guérir. Nous sommes allés manger une glace. Mason courait en riant. Aujourd'hui est le meilleur jour de ma vie, tonton. Clayton a posé une main sur mon épaule. Merci d'avoir aidé mon fils à traverser les moments les plus difficiles. J'ai hoché la tête, les larmes coulant. Je n'ai rien fait de grandiose. Je ne pouvais simplement pas le laisser seul. Il a été ma famille pendant longtemps, aussi. Après le procès, ma vie a commencé à changer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Clayton, avec une profonde gratitude pour les 2 années où j'avais sauvé et protégé Mason, m'a promu chef du département technique de l'entreprise. Ce n'était pas une décision émotionnelle. Il avait vu mes capacités et mon dévouement au cours de mois de travail acharné. Owen, tes compétences méritent ce poste, a-t-il dit lors de la réunion de direction, la voix chaude et stable. Je suis resté là, le cœur battant, incapable de croire à mes oreilles. Chef de département? Vous êtes sûr? Je ne suis qu'un technicien. Clayton a souri. Vous ne réparez pas seulement des machines. Vous avez réparé la vie de mon fils. C'est pour ça. Ma compétence et mon engagement ont rapidement gagné la reconnaissance du conseil d'administration et de mes collègues. Ils ont applaudi, m'ont félicité, et leur large soutien a dissipé ma peur et ma nervosité initiale. J'ai commencé à diriger l'équipe, à assigner des tâches et à résoudre des problèmes complexes, me sentant comme si je vivais dans un rêve. Le revenu stable et le nouveau statut ont progressivement amélioré ma vie. Salaire plus élevé, prime de performance. Je n'avais plus à compter chaque centime pour un repas. Bien que le travail soit exigeant, réunion, vérification de système, réparation d'urgence, je n'ai jamais manqué de trouver du temps pour Mason, comme si c'était une habitude indéfectible. Chaque soir, s'il appelait, oncle Owen, raconte-moi une histoire, je laissais tomber mes rapports pour lui parler au téléphone. Le week-end, j'allais le chercher. Nous faisions du toboggan au parc, mangions des hamburgers à notre endroit préféré. Es-tu occupé, tonton? Demandait-il, les yeux inquiets. Je souriais. Je laisserais tout tomber pour jouer avec toi, mon grand. Ces moments réchauffaient mon cœur, tout en le faisant battre. Je craignais de perdre cette proximité si la vie tournait à nouveau. Un jour, alors que je passais en revue des rapports au bureau, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert et mon cœur s'est arrêté un instant quand j'ai vu Amy se tenir là, le visage émacié, le maquillage dissimulant à peine les cernes sous ses yeux. « Owen, comment vas-tu » a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je me suis figé alors que des souvenirs douloureux refaisaient surface, la trahison, les insultes, la rencontre à la grille de l'usine. « Amy, qu'est-ce que tu fais ici » ai-je demandé froidement, en serrant fermement la porte. Elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait, trouvant des excuses sur le passé. « Owen, j'ai eu tort. J'étais aveugle. Rory. Il m'a trompée.
Je le regrette tellement. S'il te plaît, pardonne-moi. Pouvons-nous arranger les choses? Recommencer? Ces mots ont fait battre mon cœur de colère et de tristesse. Pourquoi revenir maintenant que j'avais enfin trouvé la stabilité? Mais j'ai fermement coupé tout contact, déclarant que notre mariage était terminé depuis longtemps et ne pourrait jamais être ravivé. Ami, il est trop tard. Tu m'as quitté, tu m'as humilié à plusieurs reprises, et maintenant tu veux revenir. Arrête de rêver. Ma voix était calme, mais à l'intérieur, ça faisait mal. Amy est partie dans un remords tardif, elle pleurait, « Owen, je suis désolée. » Mais j'ai fermé la porte, me suis détournée, les larmes coulant sur mon visage. Ce moment a fait battre mon cœur en pensant au passé. Lui pardonnerais-je? Non. J'avais appris à lâcher prise. Plus tard, avec un revenu stable, j'ai acheté un petit appartement confortable, 2 chambres, une petite cuisine, un balcon donnant sur la rue. Pour la première fois, après des années d'errance, j'avais vraiment un chez moi. Debout dans le salon vide, mon cœur battait de joie et de peur. Joie d'avoir enfin un endroit, peur de le perdre si j'échouais. Je l'ai décoré simplement. Des photos de Mason sur le mur, un canapé vieux mais confortable. Mason venait souvent, amené par Clayton, et je visitais aussi le manoir. Nous dînions ensemble, nous racontions des histoires, regardions des films. Notre lien est progressivement devenu une vraie famille durable. Owen, tu es comme un frère pour moi, a dit un jour Clayton en me tapant sur l'épaule. Mason m'appelait oncle Owen, mais parfois il murmurait « Papa », faisant battre mon cœur de bonheur. Les après-midi ensoleillés, nous nous promenions dans le parc, lui tenant nos 2 mains. J'ai 2 papas maintenant. Mon cœur s'emballait. C'était ça, la vraie famille, non pas par le sang, mais par l'amour. Plus tard, j'ai appris que mes parents biologiques étaient tombés dans la misère. Par une vieille connaissance, j'ai su que leur entreprise avait fait faillite à cause de mauvais investissements, noyés sous des millions de dettes. Leur maison autrefois grandiose a été saisie par la banque. Ils ont tout vendu et ont déménagé dans une location exiguë et moisie en périphérie. Voisins bruyants, lutte constante. Ils sont tombés malades, mon père avec des douleurs articulaires, ma mère avec de l'hypertension, mais sans argent pour se soigner. La nouvelle a fait battre mon cœur, non pas de pitié, mais d'une tempête d'émotions. La colère de cette nuit pluvieuse où ils m'ont jeté dehors, mais aussi de la tristesse, car il restait de mon sang. Un jour, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé mes parents debout là, vêtus de vieux vêtements, les yeux rouges. « Owen, mon fils, pouvons-nous parler ?» a murmuré mon père, la voix tremblante. Ils ont parlé de leurs problèmes, ont invoqué les liens du sang, espérant que je m'adoucirais. « Fils, nous savons que nous avons eu tort. Nous n'avons vraiment plus personne vers qui nous tourner. Nous sommes une famille. Aide-nous juste cette fois, » a pleuré ma mère. Nous sommes une famille, Owen. Ne nous abandonne pas. Je les ai regardés longuement, le cœur battant alors que les souvenirs revenaient, les insultes, la porte claquée sous la pluie. Puis j'ai pris la main de Mason. Il était en visite, s'accrochant à moi, et j'ai dit qu'il était ma seule vraie famille maintenant. Maman, papa, la seule famille que j'ai, c'est ce garçon. Il est resté avec moi quand j'ai tout perdu. Quand vous m'avez jeté dehors dans la tempête. J'ai catégoriquement refusé de les aider et leur ai demandé de partir. Je ne peux pas vous aider. Vous m'avez rejeté. Maintenant, je vis ma propre vie. Ils ont pleuré et supplié, mais j'ai fermé la porte, le cœur serré. À partir de ce jour, ils ont vécu dans la pauvreté et la maladie. Mon père a été hospitalisé pour ses articulations, ma mère travaillait comme femme de ménage. La nouvelle s'est répandue parmi les parents et les voisins sur la façon dont ils m'avaient cruellement chassé cette nuit pluvieuse. Ils ont fait face au mépris et à l'isolement. Ils le méritent. Sans cœur avec leur propre fils. J'ai complètement lâché le passé douloureux pour vivre pleinement le présent. Pas de haine, seulement une libération. Un après-midi au parc, je regardais Mason courir librement sous le soleil, son sourire pur et sans ombre. Il chassait les papillons en riant joyeusement. À ce moment-là, j'ai repensé à tout le voyage, des profondeurs du désespoir à aujourd'hui,
chômage, trahison de ma femme, abandon par mes parents, errance avec Mason, rencontre avec Clayton, l'affaire Roré. Mon cœur battait d'émotion. Comment avais-je survécu à tout cela? J'ai réalisé que même trahi et abandonné par mon propre sang, je n'avais jamais perdu ma gentillesse. Et c'est cette même gentillesse qui m'a conduit à la vraie famille de ma vie, Mason. J'ai compris que ceux qui restent à vos côtés dans les moments les plus bas sont votre vraie famille. Le sang sans humanité n'est qu'un nom vide. Et mon conseil à tous ceux qui ont été là où j'étais autrefois, le karma existe toujours. Ceux qui font le mal en paieront le prix tôt ou tard, tandis que ceux qui vivent avec bienveillance trouveront, de la manière la plus inattendue, la lumière et le bonheur à nouveau. Quand Mason est revenu vers moi en courant à travers le parc, a jeté ses bras autour de moi et a murmuré un doux mais complet « Papa », j'ai su qu'à travers toutes les tempêtes que j'avais endurées, le plus grand trésor que j'avais gagné n'était ni le statut ni l'argent, mais un fils de tout mon cœur. Des larmes ont coulé sur mon visage alors que je le serrais fort. Je t'aime, fiston. Ma vie avait enfin trouvé la paix.